Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis avec Pape Abdoulader sur ce plateau pour le point sur l'actualité. Pape Abdoulader. Bonsoir Khalifa Diakhaté, bonsoir à tous. Les ex-agents de la Fondation Agir pour l'éducation crient au licenciement abusif. Ils réclament à la présidente de la Fondation, Mme Viviane Wade, des indemnités de licenciement. Voici Vieux Tchémosen, leur porte-parole. Mme Viviane Wade, parce que elle a, dans un intervalle d'une semaine, dans la date du 7 mai 2012, nous a informé de la cessation des activités de la Fondation. À partir du moment où nous sommes liés à la Fondation par un contrat à durée indéterminée, toutes ces activités, comme l'a si bien dit Ousmane Ngom lors de sa conférence de presse, sont des activités très rentables. Et présentement, le motif étant jugé fallacieux parce que nos outils de production sont toujours fonctionnels. Nous interpellons Mme Wade. Nous interpellons aussi les autorités parce que Mme Wade nous a fait comprendre que la subvention venant de l'État a été bloquée. Nous avions des informations nous faisant savoir que la fondation a été la subvention a été débloquée et est parvenue aux mains de la direction de la FAES. Toujours au chapitre social, Mamadou Lamine Dianté, c'est le secrétaire général du SAEMS-CUSEMS, en tournée dans le sud du pays, déclare que les examens vont se passer dans la plus grande incertitude. C'est parce que le contrat des professeurs vacataires prend fin le 30 juin. Le syndicat demande au gouvernement de se prononcer sur la question. Bien entendu, la rétention des notes continue. Nous y reviendrons avec le secrétaire général du SAEMS qui est en place. Suivons donc ses propos. Nous sommes en tournée dans la région sud. On a commencé par Ziguinchor, puis Sédhiou, puis on va continuer à Kolda pour informer l'opinion et les enseignants de l'attitude de mépris du gouvernement de Macky Sall par rapport aux préoccupations des enseignants et de l'école. Informer l'opinion également que nous allons sûrement, il est clair que l'année va être prolongée sans ces collègues-là qui tiennent des classes intermédiaires, c'est vrai, mais également des classes d'examen. L'autre incertitude, c'est que nous avons accepté d'évaluer les élèves au premier semestre, mais les administrations scolaires sont incapables de délivrer les bulletins de composition parce que nous continuons la lutte sous la forme de rétention des notes. Le Y en a marre des réfugiés mauritaniens au Sénégal, 20 ans que cela dure. Pour que cette situation cesse, ils ont entamé aujourd'hui une grève de la faim devant les locaux du HCR, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés. Adjouma Sissoko, interrogé par Nafissatou Silla. Pour lutter contre cette marginalisation, cette manque de considération, cette banalisation de notre dossier, que ce 20 juin, nous l'avons utilisé pour faire une grève de faim. Pour dire non, que nous n'en voulons plus. Nous ne voulons pas retourner en Mauritanie, ça c'est clair. Et avec la situation actuelle du Mali qui risque d'avoir des répercussions sur la Mauritanie, nous ne voulons plus repartir. La situation du Sénégal, je ne vous en parle pas. Elle est extrêmement difficile, aussi bien pour les citoyens sénégalais, à plus forte raison pour les minorités qui n'ont même pas de papier. Parce que même nos femmes, nos sœurs, si elles veulent être mindanes dans des maisons, ce n'est pas possible. Nous demandons que le gouvernement sénégalais, ACR, rouvre le dossier de la réinstallation. On ne veut pas rester ici, on ne peut pas rester ici. Et on n'est pas sénégalais. Donc ils nous aident pour qu'on puisse aller dans les autres pays où au moins on pourra vivre. Et puis ces drôles d'accidents à Ouakam sur le tronçon rond-point Mosquée de la Divinité, monument de la Renaissance. Une série d'accidents que les usagers constatent avec impuissance sur ces images. Accident survenu lundi tard dans la nuit et malgré toutes les raisons avancées, cette recrudescence des accidents, il faut le noter, engage la responsabilité directe des automobilistes. Alors, on ne le dira jamais assez. Khalifa Diakhaté, prudence sur la route. Nous restons justement sur la route. En 2 ans, le Sénégal a réduit de moitié les tracasseries douanières sur l'axe Dakar-Kidira, selon le rapport de l'Observatoire des pratiques anormales sur les axes routiers. Cependant, ces contraintes sont toujours dénoncées par les transporteurs pour améliorer la libre circulation des biens et des personnes. Des mesures sont envisagées.
Suivons à ce propos Martar Thiam, c'est le directeur du Centre ouest-africain pour le commerce, USAID. Aujourd'hui, nous avons l'OPA qui est un instrument de mesure qui permet chaque trimestre d'avoir des résultats au niveau de ces corridors. Mais cet observatoire a des limites objectives que nous avons cernées et sur lesquelles nous avons travaillé et nous avons débouché sur ce que nous appelons une alliance pour le commerce sans frontières, que nous appelons Borderless en anglais, qui permet de réunir le secteur privé africain pour travailler sur ces questions et essayer de lever les barrières et les contraintes au niveau du commerce en Afrique de l'Ouest, qui est aujourd'hui, qui ne permet pas un commerce fluide, qui ne permet pas des échanges entre pays. Aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis, il vous faut 2 à 3 jours pour traverser le continent américain, alors qu'ici, de Dakar à Bamako, il vous faut 21 jours pour pouvoir acheminer un conteneur. Donc les contraintes au niveau du transport et des échanges commerciaux sont obérées par ces facteurs. Et nous travaillons à améliorer cet environnement des affaires. La politique dans l'actualité, Maître El Hadj Amadou Sall nie tout démêlé avec le fisc. L'ancien garde des Sceaux parle plutôt de cabale politique. Il a été cité dans une affaire de recouvrement fiscal alors qu'il n'exerce plus la profession d'avocat depuis 2006. Maître Sall. Moi, je suis avocat de métier, avocat de profession. Depuis 2006, j'ai quitté ma profession, provisoirement au moins, et jusqu'à présent, je ne suis pas retourné au barreau. Donc, j'attends que le service des impôts me prouve quels sont les honoraires que j'ai perçus depuis 2006. Depuis 2006, j'étais ministre, porte-parole du président, ministre de la Justice, ministre d'État. Donc, qu'on me dise bien où est-ce que j'ai gagné cet argent. Je n'ai absolument rien gagné comme honoraire. Je n'exerce pas cette profession-là. Je suis toujours là. Et vous savez, on sait ce que c'est. C'est une manipulation des fonctionnaires, à la fois des fonctionnaires de police, des fonctionnaires de gendarmerie, actuellement dans les convocations tous azimuts. C'est également une manipulation des services du fisc pour atteindre un honnête citoyen. Envoyez-moi le fisc, envoyez-moi la douane, envoyez-moi la police, envoyez-moi la gendarmerie, ça ne changera rien. On ne trouvera rien. Contre moi, on ne me fera pas taire. Nous allons au Mali, au Niger et au Mexique. C'est pour l'actualité internationale survol signé Aminata Yad. La délégation du groupe islamiste Ansar-Dine a été reçue pour la première fois par le président burkinabé et médiateur de la CEDEAO, Blaise Compaoré. Ansar-Dine, qui contrôle le nord du Mali avec d'autres mouvements armés pour imposer le port de la charia dans tout le pays, a engagé une première négociation de la paix. La CEDEAO, qui entend envoyer des forces militaires pour stopper les groupes armés, n'a toutefois pas trouvé le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU. Au Nigeria, hier, de nouvelles émeutes ont éclaté dans la ville de Kaduna, au nord du pays. Après les attaques antichrétiennes contre 3 églises de province, les autorités locales ont imposé un couvre-feu de 24 heures immédiatement après les violences de dimanche. Partiellement levées lundi dans la journée, ces mesures de sécurité ont très vite été renforcées par le gouverneur. Le nord du Nigeria, majoritairement musulman, et le sud à dominance chrétienne, est souvent assujetti à de violentes attaques communautaires. Ces confrontations ont déjà fait 52 morts et 150 blessés. Au Mexique, Barack Obama et Vladimir Poutine ont profité du sommet du G20 à Los Cabos pour étaler leur position sur le dossier syrien. Le président russe et son homologue américain se sont mis d'accord sur l'arrêt immédiat des violences du régime de Bachar el-Assad. Les deux leaders ont formulé le vœu de solutions politiques en collaboration avec d'autres acteurs internationaux. Ils ont également appelé l'Iran à faire preuve de pacifisme sur le programme iranien et ont communiqué sur leur divergence du bouclier antimissile que les États-Unis veulent installé en Europe. Une page inter signée Aminata Yad de Khalifa Diakhaté. En attendant de nous retrouver pour le sport, c'était là l'essentiel pour l'actu. À tout à l'heure, Pape Abdoulaye, nous poursuivons cette édition avec ses projections et ses craintes autour de la durée du mandat présidentiel. Le chef de l'État s'est engagé, je le rappelle, à procéder à une réduction de 7 à 5 ans. En revanche, des collaborateurs de Macky Sall soulignent qu'il est bien élu pour 7 ans. Alors, c'est une sortie qui suscite la crainte de l'opposition de voir le président Macky Sall revenir sur cet engagement. Regardez ce sujet signé Chérif Dia et Hamza Diallo.
Dans l'entre-deux tours, Macky Sall, à l'époque candidat à la présidentielle, s'était engagé à réduire la durée de son mandat une fois élu. Une promesse de campagne pour certains, mais le président de la République réitère cet engagement le 3 avril dans son discours à la nation. Puis le 18 avril lors de sa visite officielle en France. Dès l'entame de mon mandat, j'ai décidé de renoncer à 2 années de mandat pour passer du septennat vers un quinquennat. Et je veux redire mon admiration pour le président Macky Sall. Moi, je ne connais pas beaucoup de présidents dans le monde et de présidents en Afrique qui sont élus pour 7 ans et qui disent à la population que la première conclusion qu'ils en tirent, c'est que ça ne sera pas 7 ans, ça sera 5. En dépit de ces assurances du chef de l'État, certains de ses collaborateurs soutiennent qu'il est élu pour un mandat de 7 ans. C'est le cas de Maître Alioune Badara Cissé. Mon point de vue est que ce mandat-là ne lui appartient pas. C'est le mandat sur lequel les Sénégalais l'ont élu, cela veut dire 7 ans. Que lui maintenant prenne la décision de le réduire à 5 ans, mais qu'il trouve les moyens de le réduire à 5 ans. Pour moi, c'est un mandat de 7 ans. Le porte-parole du directoire de campagne du PDS est lui scandalisé par les sorties du camp présidentiel. Il est en train de tergiverser. Il n'a pas parlé, mais il fait parler son entourage immédiat. C'est lui qui avait dit qu'il allait réduire le mandat de 7 à 5 ans et qu'il allait se l'appliquer lui-même. Il l'a rappelé lorsqu'il s'est adressé aux Sénégalais. Il ne peut pas nous regarder les yeux dans les yeux, nous faire une promesse que personne ne lui a demandé de faire. Il l'a fait tout seul, il tiendra sa promesse tout seul. Ou alors les Sénégalais ne le respecteront pas. Le président Macky Sall ne s'est pas encore prononcé sur ce débat soulevé par ses collaborateurs. Va-t-il respecter la Constitution ou appliquer les assises nationales? L'énigme s'installe. Alors, Chérif Dia, c'est fait. Cet après-midi, dans un communiqué, la présidence de la République dissipe ce nuage de doute. Le porte-parole souligne que Macky Sall entend réaliser tous ses engagements et ceux dont la réduction de la durée du mandat présidentiel. Rien ni personne ne le détournera de cette option volontaire et irrévocable. Fin de citation. Législative 2012, la campagne d'affichage est plutôt timide. L'une des raisons, selon des observateurs, le manque de moyens des partis et coalitions de partis en lice, affichage timide, mais tout de même gênant, pour ne pas dire sauvage. C'est le constat de Marie-Christine Mendy et Ababacar Camara. La campagne législative est lancée. Les panneaux électoraux sont couverts par les affiches des candidats, élément indispensable pour une bataille électorale. C'est un outil de communication très puissant et qui permet au candidat de séduire son électorat. Parce qu'il s'agit de ça, c'est une possibilité, c'est une campagne de séduction, c'est une opération de charme que les candidats déroulent pour, disons, capter l'électorat. Contrairement à la présidentielle de 2012, une guerre des affiches n'a pas eu lieu lors de cette législative, faute de combattants. Malheureusement, pour cette législative, les affiches qu'on voit, non seulement il n'y en a pas beaucoup, et il y a le coût des panneaux qui est quand même assez cher. Parce que, en fait, c'est dans l'ordre de 24 ou 30 millions pour un mois d'affichage. Ce n'est pas tous les candidats, ce n'est pas toutes les coalitions qui peuvent payer ça. Pour le peu d'affiches retrouvées sur les façades des bâtiments et autres, les normes ne sont pas respectées. Il y a une anarchie parce que, en fait, le ministère de l'Intérieur, en coordination avec la Sénat, devrait prévoir des emplacements pour les affiches. Mais il n'y en a pas. Les gens placardent partout, ce qui fait que même vous voyez des panneaux de signalisation sur lesquels on met des affiches, c'est dramatique. Vous voyez quelqu'un aussi qui a une belle façade et un candidat ou en tout cas des jeunes d'une coalition ou d'un parti politique viennent mettre des affiches là-bas la nuit et donc ils causent du tort à des gens. Pour ces élections législatives 2012, 24 listes sont en lice. Seules quelques rares coalitions ou listes indépendantes figurent sur les murs de la capitale. Marie-Christine Mendy, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous allons à présent tâter le pouls des grévistes de la faim, les bacheliers non orientés qui en ont marre du style de la valse entre la faculté des sciences juridiques et politiques et la fac lettres et sciences humaines. C'est un sujet de Amina Sow et Diafar Abba.
Ces nouveaux bacheliers sont à leur deuxième jour de grève de la faim. La faculté des lettres et sciences humaines les choisit comme dortoir. Le rejet de leur inscription les oppose aux doyens de la faculté. Nous, on a été orientés 2 fois, c'était une double orientation. La première, c'était à la faculté des sciences juridiques et politiques. La deuxième, c'était à la faculté des lettres. Nous sommes revenus ici, on a fait les démarches nécessaires. Nous sommes partis à la scolarité pour s'inscrire. Après 2 semaines de cela, nous sommes revenus pour récupérer nos cartes. Ils ont rejeté notre dossier. Ils ont dit que oui, ils ont rejeté notre dossier, soit disant que nous ne sommes pas ici, nous sommes à la faculté des sciences juridiques. La plupart de ces bacheliers arrivent de l'intérieur du Sénégal et ne disposent pas de gros moyens. Moi, je suis un paysan. Mes parents n'ont pas les moyens pour que je continue mes études à la formation à distance. Je ne le peux pas. Si ça seulement, je vais retourner au village. D'ici quelques semaines, nous ne pouvons plus entrer dans les restos. Parce que bientôt, ils vont demander des cartes d'étudiants. Et là, jusqu'à là où nous sommes, on n'entre que par nos attestations et cartes d'identité. La grève de la faim, dernier recours pour ces étudiants désorientés. Le doyen, il ne sent même pas, ce sont des êtres humains qui parlent avec lui. Les examens de premier semestre ont démarré dans certaines facultés. Ces 29 bacheliers craignent pour leur avenir universitaire. Ils interpellent les nouvelles autorités. Djinn et humain, répondez à l'appel de Dieu, ça nous renvoie à Yoff. Les enseignements de Seydina Limamou Laye face aux défis actuels, eh bien, c'est le thème de cette 132e édition de la commémoration de l'appel du Mahdi. Ce mercredi et jeudi, ce sera entre Ngor, Yoff et Wakam. Alioune Diagne, Maimouna Ndiaye. Ils sont déjà dans la ferveur du 132e appel de Seydina Limamou Mahdi. Un événement très attendu par les fidèles. Seydina Limamou Laye al-Mahdi était venu ici un dimanche soir en sa qualité de messager de Dieu. C'était le premier jour du mois précédant le Ramadan. Depuis lors, nous commémorons cet événement afin de perpétuer son œuvre. À Cambérène, Yoff et Ngor, sites souvent visités par les fidèles, les enseignements de Seydina Limamou Laye sont mis à profit. Nous allons profiter de cet appel pour rendre grâce à Dieu, lui qui a fait de notre guide ce qu'il était. Parce que les recommandations de Seydina Limamou Laye al-Mahdi étaient basées sur les principes de l'islam. Pour cette commémoration, des milliers de fidèles rallient ces lieux. Un événement qui nécessite une bonne organisation. Nous sommes là pour accueillir les autres et assurer la cuisine, de sorte de bien servir tout le monde. Environ 20 bœufs seront sacrifiés pour la restauration des fidèles. Et puis, à la fin de la cérémonie, tout le monde repartira dans la paix. C'est en 1883 que Seydina Limamou Laye a fait l'appel de Adjibo Dahi Laye. Une commémoration marquée par des ziyaras et des veillées religieuses. Rendez-vous donc mercredi et jeudi, Ngor, Yoff et Cambérène, Mbawa présents pour parler de cinéma. Moussa invite le festival éponyme du réalisateur sénégalais s'ouvre le 22 juin prochain. Un cadre d'expression pour les jeunes réalisateurs. Moussa Touré inscrit par ailleurs une session de formation à côté du programme des projections. L'événement se tient dans ce village de pêcheurs Mbao, un sujet de Ibou Diouf et Mardieng. Moussa Touré défend bien son statut de réalisateur de renommée internationale, un savoir-faire qu'il vaut bien léguer à la jeune génération. Pour rester dans cette logique, le cinéaste initie le festival Moussa Invite. Alors l'initiative, au fait, c'est des projections de films, de documentaires, faits par des Africains. Et dans ces projections, on a un peu fait un link entre la danse et le théâtre. Parce que vous savez, le cinéma, comme qu'il a... Les gens l'ont mis un tout petit peu, hein, avec tout ce qui se passe. Ça veut dire qu'avec tout ce qui se passe actuellement, avec les télévisions, il n'y a plus de salles. Donc il s'est avéré qu'on ne peut pas aller directement vers des projections de films. Il faut quand même égayer autour pour que les gens arrivent. Donc c'est pour cela que j'amène le théâtre et la musique pour quand même arriver à voir des documentaires.
Une occasion pour les futurs réalisateurs de s'approprier ce genre qui est plus accessible. Vous savez, l'Afrique est documentaire, le Sénégal est documentaire. C'est que bon nombre de jeunes qui veulent faire du cinéma, ils pensent beaucoup à la fiction. La fiction, quand même, c'est quand même assez lourd. C'est des directions d'acteurs, c'est quand même une... Alors que le documentaire, effectivement, il y a une lourdeur, il y a un apprentissage. Donc c'est apprendre à des jeunes à faire des documentaires, c'est-à-dire à regarder leur environnement, à se regarder, comme lui qui est à côté de moi, il avait gagné le prix à RFI, hein, c'est ça. Donc ça c'est ton objectif, c'est une direction, mais vous savez quand on gagne un prix, ben, c'est pas parce qu'on est arrivé à un but, mais la direction elle commence, c'est-à-dire quand vous formez des gens et qu'ils commencent à faire d'autres films qui sont en dehors même de la formation. Le 9e festival Moussa Invite sera également une tribune pour revisiter la production audiovisuelle réalisée depuis l'existence du festival. C'est-à-dire que tous les films qu'on a fait pendant ces 9 ans-là, que les jeunes ont fait pendant ces 9 ans, qui sont des films de court-métrage, qui ont été vus quand même dans beaucoup de festivals, internationaux. C'est ces films-là qu'on va voir. Ça veut dire c'est comme si on fait un rétro de tous ces films-là. Après avoir défendu son film au Festival de Cannes, Moussa Touré revient au Bercail et plus précisément à Mbao, avec à la clé un autre festival, le festival Moussa Invite. Du 22 juin au 27 juin, donc place à la programmation des projections et puis la formation, quant à elle, se poursuit jusqu'au 1er juillet prochain. Voici la page des sports dans un instant. Première journée des playoffs, c'est du football. Niary Tally a été battu par le Casa Sport 2-0. Vous avez suivi le coach du club sudiste après la victoire. Ce soir, nous vous proposons les explications du coach du club du village traditionnel Wakam, battu à Saly Portudal 1-0 par Djambar. Le technicien de l'USO indexe le long break observé avant le début de ces playoffs. Depuis quand même la qualification des playoffs, ben, pratiquement les compétitions se sont arrêtées. Et chaque fois, donc, tu tiens le rythme et après, bon, tu perds le rythme au bout de 3 semaines. Donc, nous sommes beaucoup gênés quand même par la programmation cette année. Je pense que si les gens peuvent faire quelque chose pour que les équipes, en tout cas, aient le rythme de manière régulière, ben, on aurait peut-être vu des matchs, en tout cas, plus intéressants que ça. On va rencontrer le Casa aussi, qui a une victoire sur Niary Tally. Donc le vent en poupe, ce sera un match difficile pour nous, moins difficile pour le Casa qui est en déplacement. Mais il ne faut pas laisser le Casa quand même s'échapper. Je pense que nos joueurs quand même trouveront les ressources nécessaires pour contrôler le Casa et avoir le gain du début pour relancer ce championnat de play-off quand même. Nous restons avec le foot local, le Casa Sport, le port autonome de Dakar, la Renaissance de Dakar et Walidan de Thiès se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal. Casa et Renaissance profitent des forfaits respectifs de Cambérène et de Saloum. Les 8e de finale de Dame Coupe se poursuivent ce mercredi avec quelques affiches comme Asfad National 2 contre Gorée de Ligue 1. Olympique Sport, c'est un club de National 2 face au Jaraaf de Dakar. Le GFC Guédiawaye Football Club affronte le vainqueur des Tix, le club de Ligue 1, contre Ndar donc de National 1. Et puis HLM, c'est la Ligue 2 face à Almami de National 2. L'Euro 2012 avec le groupe D. En ce moment même, France-Suède, les Bleus sont menés par 1-0. Un but suédois inscrit par Zlatan Ibrahimovic, Angleterre-Ukraine. 1-0 pour les Anglais, un but de Wayne Rooney après la Pologne et l'Ukraine. Donc c'est l'Ukraine qui est en passe d'être éliminée. Les deux pays hôtes absents des quarts de finale. Par contre, l'Espagne et l'Italie ont tenu leur rang, se sont qualifiés donc pour les quarts de finale. Cheikh Tidiane Diao. L'Espagne a pris le quart finalement, mais que ce fut laborieux. Les champions du monde, champions d'Europe n'ont jamais été aussi proches d'une élimination. Santi Kerr a sauvé la mise à 2 reprises le peuple ibérique avant qu'Andrés Iniesta ne serve en caviar à Jesus Navas qui délivre toute une nation à la 87e minute.
Auparavant, l'Espagne avait buté sur une bonne équipe croate bien organisée qui était obligée de marquer tout de même parce que de l'autre côté, l'Italie menait à la marque face à l'Irlande déjà éliminée. C'est d'abord Cassano qui ouvre le score avant que Mario Balotelli n'alourdisse la marque. Un but d'anthologie pour Super Mario, jusque-là très décevant depuis le début de la compétition. Comme l'on s'y attendait, les deux favoris donc se qualifient. L'Espagne et l'Italie connaîtront leurs adversaires à l'issue des deux rencontres du groupe D. Voilà, Khalifa Diakhaté, c'était l'essentiel pour les sports. Merci, Pape Abdoulaye Der. Focus ce soir sur la drépanocytose. Ce mardi, en effet, la journée mondiale de lutte contre cette maladie. 10% de la population sont affectés et l'étude statistique n'est malheureusement pas récente. Nous en parlons dans 2 minutes avec le professeur Saliou Diop. Mais voici tout de suite le sujet de Fatou Kinedem et Diafar Abba. Des crises répétitives, parfois accompagnées de douleurs. La drépanocytose, une maladie héréditaire qui touche les globules rouges. Au centre Albert Royer de l'hôpital Fann, environ 1800 enfants drépanocytaires sont suivis. Seul le pavillon M accueille en hospitalisation plus de 80% des patients. La drépanocytose pose un véritable problème de santé publique au Sénégal. Ce que nous vivons, c'est extrêmement grave et c'est pénible aussi, non seulement pour les parents, mais plus particulièrement pour les enfants. Parce que je sais que les enfants souffrent beaucoup. Ma fille a des douleurs. C'est très difficile. Parfois même, elle pique des crises. Concernant la prise en charge, elle est loin d'être effective. Nous avons aujourd'hui l'occasion de visiter l'unité thérapeutique, mais il y a un problème dans la mesure où l'hospitalisation de nuit n'est pas encore ouverte. Donc, pour la prise en charge, elle est restée là où elle était. C'est très dur. Je viens dans ce centre presque tous les 4 mois pour amener mes 2 filles. Les médicaments coûtent excessivement cher. Mieux prendre en charge la maladie, c'est aussi poser des actes beaucoup plus concrets. Il y a toujours des séminaires, des plans stratégiques, des politiques, mais c'est l'effectivité sur le terrain qui reste. Parce qu'un patient, quel que soit le nombre de séminaires que vous tenez, dès l'instant qu'en étant en structure hospitalière, il ne sent pas le rabais du coût d'hospitalisation ou des analyses ou bien du ticket de consultation, il ne peut pas comprendre qu'il y ait amélioration. Une initiative qui devrait par ailleurs passer par une sensibilisation sur le dépistage avant même le mariage. Avant de faire quoi que ce soit et avancer pour le mariage, il faut qu'on fasse des tests de mail pour savoir l'un pour l'autre aussi, est-ce qu'il y a un problème de complications au niveau des maladies, hein, parce que c'est très grave et c'est très pénible d'avoir un enfant, hein, en face de toi en train de pleurer avec un corps gonflé. La dernière étude au niveau national sur la maladie révélait un taux de 10% de la population affectée, mais selon des spécialistes, ce taux aurait été largement dépassé depuis. Au Sénégal, 1500 enfants naissent chaque année avec la forme grave et 50% d'entre eux, mal suivis, meurent avant l'âge de 5 ans. Fatou Kinedem, merci. Le professeur Saliou Diop avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est important, je pense, de revenir un peu sur l'étude statistique. Le taux de 10% date bien de quelques années. Alors aujourd'hui, quel est le nombre de malades répertoriés au Sénégal? Non, je pense que c'est un chiffre qui est encore valable. Hein. Oui. C'est vrai que les premières études datent déjà de plus d'une vingtaine d'années. Ouais, de 20 ans même. Voilà, c'est ça. Oui. Mais on a quand même fait des études récentes, notamment vers 2000 et 2005, qui retrouvent les mêmes chiffres, qu'effectivement, il y a 10% des Sénégalais qui sont porteurs, c'est-à-dire qu'en fait, sur 12 millions d'habitants, il y a 1 200 000 qui portent le GED anormal. Mais que pour ce qui concerne les malades, ceux qui naissent avec la forme grave, SS ou SC, il y en avait 1700 par nouveau-né, donc par an. Oui. Et aujourd'hui aussi, au niveau de la prise en charge, est-ce que vous avez pensé un peu à l'élargir aux autres régions? Puisqu'il me semble qu'à part Saint-Louis, tous les autres Sénégalais sont obligés de venir à Dakar pour se faire soigner.
Bon, je pense que la drépanocytose, c'est quand même une maladie qui peut être prise en charge par tous les médecins. Mais il y a des centres de référence tout de même. Tout à fait. Tous les médecins sont formés dans la prise en charge de la drépanocytose. Oui. C'est vrai que l'idéal serait quand même que 1 ou 2 fois par an, que les patients drépanocytaires puissent avoir accès à un centre de référence où il y a un dossier actuel des choses. Donc il y a effectivement... Il n'y en aurait pas dans les autres régions. Que 2 centres qui existent à Dakar, et puis il y a quelques centres. Alors pour parer à ça, on a quand même formé, on a accentué les compétences de certains médecins régionaux pour que justement dans chacune des régions, qu'il puisse y avoir un suivi régulier. Oui. Et pour ce qui est justement de la stigmatisation dont il serait victime, ma collègue m'en parlait tout à l'heure en rédaction. Qu'est-ce que vous faites au niveau de la sensibilisation? Je pense qu'il faut pousser la sensibilisation, pas seulement la sensibilisation par les médecins, mais également par tous les leaders d'opinion, pour que cette maladie qui est héréditaire puisse être comprise, qu'on sache qu'il n'y ait pas du tout de risque de contamination, que les patients qui ont cette maladie naissent avec la maladie. Et que ça puisse être accepté. Justement, ça nous amène à parler de ces mariages sans peut-être des analyses prénuptiales pour voir un peu si les parents ne sont pas potentiellement géniteurs d'un enfant malade. Bon, je pense que la prévention la plus efficace, la prévention primaire, c'est celle qui empêche la naissance d'enfants qui portent la forme grave de la maladie. La forme SS. Et ça, effectivement, il faut des tests prénuptiaux. Il faut que les couples à risque, qu'on fasse tout pour qu'il n'y ait pas de couple à risque, qu'il n'y ait pas de mariage entre 2 AS. Alors, ça, c'est pas du tout facile parce que vous savez qu'on est dans un pays où quand même il y a l'endogamie, le fait qu'il y ait des mariages donc intrafamiliaux. Et le fait également de faire les tests n'est pas encore très ancré dans notre culture. Notre façon de faire, Et je pense qu'il faut davantage sensibiliser. Les tests prénuptiaux, il ne faut pas en avoir peur. Je pense que c'est un moyen de sécuriser davantage le mariage. Les tests prénuptiaux, c'est important pour dépister certaines maladies génétiques comme la drépanocytose. Ou même comme le sida. Oui, c'est ça. Pour aller plus loin. La drépanocytose, même sur les groupes sanguins, on sait que dans certains couples, où notamment la femme est rhésus négatif et le mari est rhésus positif, qu'il y a des précautions à prendre quand même quand il y a des accouchements. Donc ça, les tests prénuptiaux permettent de le savoir. Les tests prénuptiaux permettent également de voir éventuellement s'il n'y a pas des infections. Vous avez parlé du VIH, il y a l'hépatite B, l'hépatite C. Absolument. Donc, je pense qu'il faut dédramatiser et savoir qu'en fait, faire les tests prénuptiaux, ça ne fait que sécuriser davantage le mariage, et je pense qu'il faut sensibiliser. Et vous voulez un peu nous parler de ce plan stratégique national qui a été élaboré, où est-ce que vous en êtes? Alors, en réalité, ce qu'on a essayé de faire avec ce plan, c'est d'introduire tous les progrès qui ont été réalisés. Aujourd'hui, c'est le modèle américain qui sert d'exemple dans la prise en charge de la drépanocytose. Il y a des mesures qui sont simples, qui sont efficaces. Et la drépanocytose a montré l'efficacité de mettre des ressources dans un programme pour une maladie et avoir des résultats. Dans les pays où on a mis des ressources suffisantes, ça aboutit à la réduction de la mortalité chez les patients qui sont drépanocytaires. Aujourd'hui, un enfant qui naît en France avec la drépanocytose, il a une espérance de vie qui est extrêmement importante. 98% des enfants atteignent l'âge adulte. Alors nous avons très peu de temps. J'aimerais qu'on souligne quand même un facteur culturel qui débouche un peu sur la naissance d'enfants malades avec la forme grave, le SS, qui émane peut-être de la consanguinité, les mariages très proches entre parents. On le constate souvent au Sénégal. Il faut quand même le souligner et sensibiliser davantage nos parents qui tiennent à perpétuer cette coutume. Tout à fait. Je pense que pour toutes les maladies génétiques, le fait de se marier dans la famille, c'est un facteur de risque supplémentaire. Et la drépanocytose en fait partie. C'est des pratiques qu'il faut décourager parce que c'est des pratiques qui peuvent effectivement favoriser la survenue
de ces maladies-là. Ouais. Donc vous dites à nos parents qui pratiquent encore... Ben, je pense que déjà même sur le plan culturel, il y a certains leaders religieux en tout cas, qui parlent déjà de ça. Et je crois que ce n'est qu'un avantage, en tout cas, d'éviter ces types de mariages par rapport à ces maladies-là. Ouais, et encourager les jeunes qui envisagent de se marier à aller effectuer des analyses pour ne pas justement encourager cela. Absolument. Merci beaucoup, professeur Saliou Diop. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, Inch'Allah. Bonsoir.